Avant de commencer, je voudrais très particulièrement et de manière très très vive remercier le docteur Bourouba qui m'a donné là une occasion unique, malgré plusieurs tentatives pendant tout l'exercice de la médecine nucléaire en France, de pouvoir venir en Algérie faire une présentation dans ma spécialité qui est la médecine nucléaire. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de nombreuses fois à différents niveaux sans avoir eu de succès. Et le premier succès, c'est grâce au docteur Bourouba Mohamed, que je remercie vivement. Et l'association, bien entendu, puisqu'il représente l'association. Je vais vous présenter donc un topo sur la médecine nucléaire en général et particulièrement la TEP. Et je voudrais tout d'abord vous présenter deux excuses. Si jamais j'ai des petites pertes de difficulté de retrouver des mots, c'est par rapport à un souci récent de santé, mais voilà, je pense que j'y arriverai quand même. Et puis le deuxième, c'est que le docteur Bourouba m'a mis entre les mains un challenge très difficile, puisqu'il m'a dit qu'il y avait dans l'assistance des personnes qui ne connaissaient pas la médecine nucléaire, des personnes qui étaient spécialistes de médecine nucléaire et des personnes qui étaient en formation de médecine nucléaire. Et il fallait que je tienne 40 minutes, et je crois que je ne tiendrai pas 40 minutes, je dépasserai 40 minutes, et je m'en excuse. Donc la première diapositive, c'est juste pour que vous montrer un petit peu qui je suis, que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc je suis le chef du service de médecine nucléaire du CHU de Besançon. Je suis également le chef du pôle imagerie. Alors vous savez qu'en France, depuis la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, les services médicaux sont organisés en pôles. Et là, dans le pôle d'imagerie, il y a 4 services de radiologie et le service de médecine nucléaire. Donc je suis le responsable de tout ce secteur-là. Et je suis également le coordonnateur interrégional de la formation des internes de médecine nucléaire pour tout le nord-est de la France. Il y a 5 régions. Et bon, à titre personnel, je suis membre d'un laboratoire de recherche universitaire. Voici le service de médecine nucléaire du CHU de Besançon, les équipements qui sont présents dans ce service-là. Donc vous voyez, nous avons 3 gamma caméras, dont 2 gamma caméras qu'on appelle des gamma caméras hybrides, qui sont couplées à un scanner. Alors j'insiste bien sur ce terme scanner que vous allez entendre très souvent dans ma bouche. Ceci fait l'écho un peu de ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par le professeur Zitouni, que la médecine nucléaire est une discipline en plein développement et qui va intégrer peut-être, même si on dit que c'est le contraire, une partie de la radiologie, puisque les médecins nucléaires maintenant font également de la radiologie de fait, puisque les équipements que vous voyez là, que vous avez en face de vous, sont des équipements installés dans un service de médecine nucléaire. Il y a une 3e gamma caméra, qui est une caméra à semi-conducteur. Donc ça, c'est une révolution technologique. Et là-dessus, j'insiste beaucoup pour vous donner beaucoup d'espoir, pour que vous ayez de l'espoir concernant l'évolution de la médecine nucléaire. La médecine nucléaire est une technique d'imagerie qui a subi durant ces dernières années le plus de ruptures technologiques. Quand je parle de rupture technologique, ça veut dire que des nouveaux concepts technologiques ont été proposés sur le plan mécanique, électronique et du concept. Je vous donne un exemple, j'ai des amis radiologues, ma femme est radiologue, donc je ne me moque pas de la radiologie, mais regardez en radiologie ce qui s'est passé. On a eu des scanners monocoupes, des scanners 2 coupes, des scanners 4 coupes, des scanners 8 coupes, des scanners 16 coupes, des scanners 32 coupes, 64 coupes, 128 coupes, 256 coupes, et puis scanner plan. Mais la technique est toujours la même, c'est le scanner. Les IRM, on a eu des IRM 0,5 Tesla, 1 Tesla, 1,5 Tesla, 3 Tesla, 5, 7, 14 Tesla. Mais c'est toujours le même aimant, c'est des aimants plus puissants. Mais on a toujours la même technique, la même réflexion. En médecine nucléaire, là, ce que vous voyez devant vous, ce sont des gamma caméras. Les 2 premières, c'est des gamma caméras avec un système qu'on appelle le système Anger, avec un cristal. Donc c'est l'ancienne génération. La seule évolution qui a été faite, c'est qu'on a couplé un scanner. Mais vous avez une 3e gamma caméra, CZT, c'est une caméra à semi-conducteur. Donc on a changé le cristal, qu'on a remplacé par un semi-conducteur. Là, il y a une rupture technologique. Et puis, je passe sur l'ostéodensitomètre, qui est un équipement qui est assez simple, assez classique. Pour arriver au TEP TDM, alors là c'est un TEP à 64 barrettes, c'est un TEP de bon niveau, mais
les TEP ont subi également des évolutions, avec des ruptures technologiques. Ici, vous avez un TEP scan à temps de vol. Les premiers n'étaient pas à temps de vol. Les TEP qui sortent actuellement sont des TEP à détection digitale. Donc on a changé le cristal de détection, on les a remplacés par des semi-conducteurs. Donc vous voyez bien qu'il y a des ruptures technologiques. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une discipline en perpétuel mouvement. Donc ça entraîne un enrichissement personnel qui est vraiment intéressant. Alors quelles sont les activités que nous avons dans le service? C'est des activités classiques, de diagnostic, des activités de marquage de molécules, parce qu'on peut marquer des globules blancs, des globules rouges, c'est ce qu'on appelle les marquages de molécules, marquage de cellules, pardon, ou de molécules, différents types de molécules, pour faire éventuellement la radiothérapie interne vectorisée, qui est très très large. Ce n'est pas que le cancer de la thyroïde, attention. La radiothérapie interne vectorisée peut concerner différents types de pathologies. Une petite diapo pour montrer les projets que nous avons dans ce service-là, c'est d'acquérir une deuxième TEP TDM, mais cette fois-ci, ça sera une TEP digitale, puisque c'est comme ça, maintenant c'est la force des choses, on avance comme ceci, les prix sont un peu plus chers, mais avec le temps, les prix ont tendance un peu à diminuer et à revenir au niveau des prix des premiers TEP. Un peu comme les ordinateurs qui s'améliorent, mais le prix reste toujours le même. Toujours un peu cher, mais c'est toujours le même prix. Les projets, c'est d'utiliser le Lutathera. Alors vous avez sûrement entendu parler, c'est un peptide qui est un peu l'équivalent quand on fait des scintigraphies à ultrascan. Donc là, on utilise le Lutathera, c'est pour traiter les cancers des tumeurs neuroendocrines de l'intestin, donc avec une très très bonne efficacité. Donc les oncologues sont très friands de ça et sont sans arrêt à me demander quand est-ce que je vais commencer à pouvoir pratiquer ce traitement-là, parce que les résultats sont très intéressants. Et puis, faire également du TEP-TDM. Alors vous savez que le TEP-TDM, le traceur qui est utilisé, enfin l'atome radioactif, c'est le fluor radioactif, mais on peut aussi utiliser le gallium, le fameux gallium qu'on utilisait il y a 15-20 ans, qui donnait des images exécrables en scintigraphie conventionnelle, mais qui là est un émetteur de positons et qui permet, grâce au TEP, d'acquérir des images de qualité exceptionnelle. Voici quelques images que vous connaissez certainement, mais je passe dessus rapidement, d'une double tête, gamma caméra double tête avec le scanner. Donc j'ai les prises de profil pour que vous voyez les doubles têtes et puis le scanner. On a un scanner 8 barrettes et un scanner 16 barrettes, donc ça fait des images morphologiques d'excellente qualité. On peut acquérir des scanners en low dose ou alors en dose diagnostique. Donc là, il faut faire très attention aussi à ne pas irradier inutilement le patient. Tout dépend de ce qu'on attend de l'examen scintigraphique. Qu'est-ce que l'on recherche? Si on recherche de la définition et du contraste, on va faire un scan diagnostique. Mais si c'est uniquement pour faire la correction d'atténuation, on prend un low dose. Donc du coup, l'irradiation du patient va être moindre. Ça, il faut y penser constamment quand on fait un examen radioactif. Il faut toujours penser au patient. Voici un TEP TDM. Alors là, vous voyez, ce sont des équipements General Electric, parce que traditionnellement, dans mon service, c'était initialement des équipements construits en France, puis quand SOFA a été racheté par General Electric, on a continué à acheter du General Electric. Tout le monde en est content. Ils sont un peu plus chers que les autres, mais il faut leur serrer un peu le cou, et ils arrivent à baisser les prix. Voici ici l'image de la caméra CZT. Donc c'est une caméra qui a une construction qui est assez intéressante, parce que l'image est acquise, ce n'est pas une caméra plan, ce sont des pinoles. Vous connaissez les pinoles. Donc là, sur les deux parties que vous voyez sur le côté, ici et puis là, en fait, ça fait un petit arc de cercle par ici, comme ça. Vous avez des pinoles qui sont disposés tout le long de cet arc de cercle. Et les pinoles ont tous le même centre de l'image. Donc en fait, on arrive à focaliser avec les pinoles un même centre de l'image qui est le cœur. Donc ça, ces caméras, c'est essentiellement pour le cœur. Alors nous sommes en train d'essayer de travailler pour les utiliser sur les parathyroïdes, pour les utiliser sur les petits poignets, pour voir les os du poignet également, le cerveau avec les DAT scans. Voilà, c'est assez difficile, mais bon, on essaie quand même. Et puis ça, c'est l'ostéodensitomètre, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, j'ai mis exprès quelques images sur l'activité de médecine nucléaire, parce que le docteur Bourouba m'avait demandé d'insister également sur le fait que le TEP, c'est la médecine nucléaire. Et vous allez voir
au décours de ces différentes diapositives que ça ne peut pas être autrement. Le test ne peut pas être ailleurs qu'en médecine nucléaire. Pourquoi? Par exemple, regardez ici, vous avez l'entrée d'un laboratoire chaud où on prépare les sources radioactives. On ne peut pas rentrer comme on veut. Peut-être que ce n'est pas encore le cas ici en Algérie, mais en France, on ne peut pas y entrer comme on veut. Moi, personnellement, je suis le chef du service, je n'ai pas le code pour y entrer. Je n'ai pas besoin d'y aller. Puis quand je veux y aller, je me fais accompagner par un pharmacien qui m'ouvre la porte, et puis je rentre, je regarde, je prends des photos, mais je n'ai pas de raison d'y aller, rentrer, sortir, etc. De toute façon, pour y entrer, il y a une zone de change. On s'habille, on met une surblouse, on met un calot, on met des surchausses, on ne rentre pas comme ça. Donc ce secteur a tendance à devenir un secteur propre. Dans ce laboratoire chaud, on peut manipuler des cellules des patients. Alors, quand on manipule des cellules des patients, il ne faut pas le faire n'importe où. Donc il y a des salles blanches, des salles de préparation qui sont hermétiques, fermées. Donc c'est pour ça qu'il faut s'habiller pour rentrer dans ce secteur-là. Donc peut-être que vous trouvez ça peut-être un peu démesuré, mais c'est un peu la force naturelle des choses et tout le monde finira par y arriver parce que c'est la sécurité du patient. On a parlé de sécurité du patient et là on y est pleinement. Donc vous voyez, sur cette porte-là, vous avez des affiches. Donc nous avons en France une autorité de contrôle, ce n'est pas la même en Algérie, je ne les connais pas, excusez-moi. En France, ça s'appelle l'autorité de sûreté nucléaire qui vient vérifier comment est utilisé le produit radioactif, comment sont utilisés les atomes radioactifs. Est-ce qu'on a bien ciblé les salles où on manipule les produits radioactifs? Et c'est pour ça qu'il nous oblige à mettre sur les portes des symboles pour caractériser ce que cette salle va faire comme activité. Il faut que sur la porte, on sache où on est par rapport au service, il y a un plan, et puis on sait cette salle-là, est-ce que c'est une zone contrôlée, une zone publique, de telle façon qu'on va adapter notre comportement pour se protéger personnellement. Donc c'est la radioprotection du personnel. Voici ici un grossissement du panneau dans l'entrée de la porte du laboratoire chaud. Vous voyez, on vous explique exactement ce qu'il faut, selon le type de personnel travaillant, le personnel d'entretien, personnel visiteur, bien comment il doit s'habiller pour pouvoir entrer dans ce laboratoire. Donc vous voyez, on ne fait pas n'importe quoi dans un laboratoire chaud qui est dans le service de médecine nucléaire. Voici une image d'un service de médecine nucléaire dans un laboratoire chaud. Ce sont des hôtes dans lesquels on manipule les produits radioactifs que vous connaissez. C'est des hôtes à dépression, avec au-dessus, vous voyez, une cheminée qui permet d'évacuer tous les gaz radioactifs qui sont présents dans le service de médecine nucléaire. Et alors j'insiste bien sur ces différents éléments parce que les médecins nucléaires sont déjà familiarisés avec ces difficultés. Familiarisés. Et puis voilà, encore une autre, ça c'est la porte d'accès au laboratoire chaud de la zone TEP. Donc c'est là où on manipule les produits radioactifs de haute énergie. Donc l'ASN nous oblige à séparer les zones de faible énergie, technétium 99M par exemple, des zones de haute énergie. Donc on a deux salles différentes. Nous on a la chance d'avoir deux salles, mais ça peut être dans la même salle, mais il faut bien séparer ces deux activités-là. Parce que les hautes énergies, on a des protections différentes. Voici la hotte dans laquelle on va manipuler le fluor pour faire le marquage. Donc vous voyez, c'est des épaisseurs de plomb qui sont assez importantes, beaucoup plus que celles pour l'utilisation des faibles énergies. Alors, juste un aparté comme ça, vous allez penser qu'effectivement c'est très contraignant, etc. Mais n'oubliez pas qu'il y a derrière tout ça une envie de sécuriser la détention des atomes radioactifs. Et derrière tout ça, il y a le risque de vol de sources radioactives. Et vous savez que les pays européens ont peur du terrorisme, et donc ces missions-là, ces contraintes ont été imposées pour aussi qu'on ne puisse pas accéder facilement dans les secteurs de médecine nucléaire. On peut voler des sources radioactives et aller dans un château d'eau, déposer tout ça dans un château d'eau, et vous provoquez la terreur dans la population. C'est ce que je dis quand je fais mes cours aux étudiants, je leur dis c'est très facile de terroriser la population. Rentrez dans un service de médecine nucléaire, vous volez de l'iode 131, que vous déversez dans un je ne peux pas vous donner d'idées, il faut prendre ces idées-là pour vous. Mais voilà, c'est ce que je dis aux étudiants, mais on peut facilement terroriser une population dans une grande ville comme Alger. C'est pour ça qu'on a une sécurité et qu'on limite les accès et qu'on confie ça à des médecins nucléaires qui connaissent le risque lié à la radioactivité. Alors, là, je vais présenter une partie administrative, sur des données plutôt
administratives. Et je finirai par une dernière partie sur des cas cliniques. Comme ça, tout le monde aura eu son compte aujourd'hui, tous ceux qui sont médecins nucléaires et ceux qui ne le sont pas. Alors, là, je vais vous présenter une enquête de l'HAS. L'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. Je trouvais ça intéressant de vous le présenter parce que c'est un peu la situation dans laquelle se trouve l'Algérie actuellement pour savoir comment développer l'implantation des TEP ou TEP TDM sur le territoire national. Et là, ça a été la question qui a été posée en France puisque les premiers TEP ont commencé à être installés durant les années 2004 à 2005. La première TEP en France a été installée à Besançon et à Nancy, simultanément. C'était une TEP Siemens. Alors voici quelques résultats qui montrent que le coût de revient d'un examen TEP TDM, alors attention, les chiffres que je vous donne là sont des chiffres, bien sûr, pour la France. La main-d'œuvre est beaucoup plus chère, donc voilà, mais ça vous donne une idée quand même du coût que cela peut représenter. C'est de l'ordre de 1 000 € à 1 100 €. D'ailleurs, c'est pour ça que le remboursement d'un acte de TEP TDM en France est de 1 087 €. 1 000, c'est le forfait technique, et 87 €, c'est le forfait intellectuel qui est donné aux médecins, qui le fait dans le cadre soit de l'activité libérale, soit de l'activité publique, c'est l'hôpital qui l'encaisse. Le prix d'une dose de FDG, au début, ça coûtait 600, 650 €. Ça a baissé considérablement, et maintenant, on est à peu près entre 210 et 230 € pour la France. Alors peut-être que si c'est produit en Algérie, ça sera encore moins cher. Le budget de fonctionnement d'une TEP TDM a été estimé ainsi à 2 millions, entre 2 millions et 2,2 millions par an pour une activité annuelle de 2000 examens, c'est-à-dire à peu près 9 patients par jour. Nous, dans le service, on est actuellement à 16 patients par jour. Alors, l'approvisionnement en radiopharmaceutique est très important puisqu'il va conditionner la planification des examens TEP, selon que ce soit une TEP ou une TEP TDM, puisqu'il faut garantir une livraison régulière et un enchaînement des patients, parce qu'il faut être là, c'est un peu c'est assez mathématique, parce qu'on sait que l'examen, le patient va rester pendant 1 heure dans un box. Il faut que les examens s'enchaînent, sachant que la durée de l'acquisition est de l'ordre de 20 à 25 minutes. Donc il faut que toutes les 25 minutes, il y ait un patient qui a déjà passé 1 heure d'attente dans le box, de telle façon qu'on puisse enchaîner les patients. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un nombre de box d'attente suffisant. Ça, c'est vraiment une condition importante quand on installe un TEP TDM. Si vous mettez 2 box, vous ne dépasserez pas 9 patients par jour. Si vous en mettez 5, 4 ou 5, vous pouvez en faire le double, jusqu'à 20, sans problème. Parce que justement, vous pouvez mettre un patient toutes les demi-heures qui sort d'une chambre. Toutes les demi-heures, il y en a un qui sort. Donc vous injectez toutes les demi-heures. Donc vous utilisez 3, 4 box en même temps. Ensuite, on a parlé des cyclotrons, et ça, effectivement, c'est très important. L'implantation des cyclotrons est stratégique. Rappelez-vous que le traceur, c'est le fluor. Ce fluor, il a une demi-vie de 110 minutes. Donc, on dit en général qu'il faut que le cyclotron soit à 2 heures de route, de transport, d'un centre de médecine nucléaire. Ce qui veut dire que les cyclotrons, il ne faut pas les mettre n'importe où. Si vous les mettez à 4 ou 5 heures d'un centre de médecine nucléaire, il va falloir injecter 10, 15 ml pour avoir la même activité nécessaire pour réaliser l'examen. L'idéal, pour ne pas modifier le comportement des cellules, c'est d'injecter un volume très faible, 0,5 à 1 ml. C'est ce qu'on fait généralement en médecine nucléaire. Voilà, dans le forfait technique. Et puis, pour finir, sur le plan organisationnel, tous les équipements TEP ont été installés dans un service de médecine nucléaire. Pas du tout dans un service de radiologie. Pour toutes les raisons que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors ici, vous allez être, vous, dans la réflexion de savoir si vous choisissez un TEP seul ou un TEP TDM, eh bien, on s'est rendu compte dans la pratique que lorsqu'on a un TEP TDM, on fait beaucoup plus de patients. Parce qu'on a beaucoup moins de questions à se poser. Vous allez voir les images après. Le scanner qui est proposé avec le TEP TDM vous facilite grandement l'interprétation. Donc, si vous prenez un TEP tout seul, vous avez des petits foyers noirs sur le corps entier, mais vous ne savez pas où c'est. Vous ne savez pas si c'est un artefact, vous ne savez pas si c'est anatomique, vous ne savez pas si c'est physiologique. Donc, vous allez refaire une acquisition. Vous allez refaire un plan, un deuxième plan. Et tout ceci, ça prend du retard, parce que chaque plan, c'est 4 à 5 minutes de plus. Voilà. Puis, il faut que le patient descende de la table.
Alors quand c'est un patient qui est souple, agile, il descend vite. Quand c'est un patient âgé qui a des difficultés avec les articulations ou qui a mal, ça va beaucoup plus lentement. Et puis, à cette époque-là, en 2004, il y avait une très forte pression de la part des radiologues qui ont senti que la TEP TDM était quelque chose de révolutionnaire et qui ont voulu prendre la TEP TDM, la prendre dans le secteur de radiologie. Alors effectivement, ça n'a pas été possible parce que les médecins nucléaires ont bien démontré tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, la sécurité, ne pas aussi multiplier les lieux de production de produits radioactifs, il faut qu'il y en ait très peu pour pouvoir mieux les contrôler, mieux les sécuriser. Si vous mettez un laboratoire chaud dans tous les services de radiologie, comment vous allez sécuriser ça? Il faut plutôt les cibler, que vous sachiez très bien que dans une ville comme Alger, il y a 5, 6, 7, 9, 10 centres de médecine nucléaire, et vous savez qu'il y a 10 laboratoires chauds, donc vous pouvez très facilement les contrôler, au pied levé, quand vous voulez. Alors, il a quand même été convenu que pour que la compétence soit là, soit acquise, il a été nécessaire d'accepter que la formation des médecins nucléaires et des radiologues soit assez commune, au moins sur un plan socle, sur des bases communes, de telle façon que les médecins nucléaires puissent acquérir des connaissances sur le plan de l'anatomie en coupe. L'anatomie, ça, les médecins nucléaires savent, mais l'anatomie en coupe, c'est encore autre chose. Il faut exercer l'œil, s'exercer, pour pouvoir se repérer dans l'espace. Sur les coupes transaxiales, ce n'est pas habituel en médecine nucléaire. En médecine nucléaire, on est plutôt sur les coupes coronales ou les coupes sagittales. Les coupes transaxiales, elles sont moins utilisées. Mais si on met un scanner avec, vous allez voir, vous allez travailler avec les coupes transaxiales. Vous continuerez à travailler avec les coupes coronales, mais vous utiliserez aussi les coupes transaxiales. Alors le chiffre qui a été donné sur le nombre de TEP par le nombre d'habitants, voilà, on dit qu'il faut un TEP pour 800 000 habitants. Et en France, on sait maintenant que ce n'est pas assez. Parce qu'il y a des tensions. Là, je vous dis, la TEP du service de Besançon, on est à plus de 3600 examens par an, alors qu'on devait en faire que 8 à 9 patients par jour. On est à plus de 16 patients par jour. Et il y a des demandes sans arrêt, les médecins qui appellent, parce qu'avant la chirurgie, il faut faire la TEP. Avant de commencer la chimiothérapie, il faut faire la TEP. Pour les mélanomes, il faut faire la TEP. Et puis non seulement les indications sont oncologiques, mais elles ne sont pas uniquement oncologiques. De plus en plus, on se rend compte que la TEP peut rendre service dans d'autres types de pathologies. Aussi bien en rhumatologie qu'en infectiologie, pour les endocardites, on fait de plus en plus de TEP. Voilà, et j'en passe. Pourquoi il faut faire un couplage TEP-TDM? Donc il faut que les leçons, les erreurs qui ont été commises ailleurs, vous ne les commettiez pas aussi vous. Alors c'est sûr que c'est plus cher, mais il faut un TEP-TDM. Il faut une TDM avec. Pourquoi? Parce que vous avez une correction d'atténuation. Donc les spécialistes savent ce que c'est. L'atténuation, c'est quoi? C'est que lorsqu'un produit radioactif est contenu dans le corps humain, avant de sortir du corps humain le rayonnement pour atteindre le détecteur, il va être atténué par le corps, par l'épaisseur, par la densité. Et quand il va arriver au niveau du détecteur, son énergie ne correspond plus à l'énergie physique, théorique. Donc le détecteur, il va l'éliminer. Parce que le détecteur, on lui a dit, il faut prendre des énergies de 511 keV. Donc s'il y a un rayon qui arrive, qui a 340, 400 keV, il va être éliminé. Donc du coup, vous allez perdre beaucoup de rayonnement. Et du coup, bien sûr, la statistique étant moins grande, l'image est moins bonne. Puisque l'image scintigraphique, c'est des photos, c'est des statistiques. C'est comme une photo que vous prenez. S'il y a beaucoup de lumière, vous avez une belle photo. Il n'y a pas assez de lumière dans la nuit, vous avez une mauvaise photo. C'est exactement ça. Deuxième point intéressant, c'est que vous allez localiser les lésions. Donc il y a un repérage anatomique. Vous voyez un foyer, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas artistique. Là, vous allez dire, il y a une anomalie, une hypercaptation dans telle région exacte, la tête du pancréas, le corps du pancréas, la queue du pancréas, vous allez le préciser. Alors, bien sûr, la localisation des régions, la technique n'est pas miraculeuse, il ne faut pas non plus exagérer, il y a aussi des limites. Les limites, c'est les mouvements respiratoires. Donc, vous savez que toutes les lésions, si on recherche un nodule et qu'on voit un foyer au niveau de la base du poumon, d'un des poumons, eh bien, le foyer, il peut être soit pulmonaire, soit hépatique, parce qu'il y a des mouvements respiratoires. L'acquisition du scanner est beaucoup plus rapide. Pour faire un corps entier, c'est 7 à 8 secondes. L'acquisition d'une TEP, il faut poser sur chaque plan 4 à 5 minutes. Donc 4 à 5 minutes, le patient a déjà respiré plusieurs fois. Donc le nodule va bouger également plusieurs fois. Et l'image finale, ce n'est que la somme de tous les mouvements respiratoires qui ont été acquis.
Et après, vous ne pouvez pas définir si ce foyer-là est au niveau du foie ou au niveau du poumon. Alors maintenant, on arrive quand même à faire des images avec les nouvelles TEP à temps de vol, et ça sera encore plus facile avec le TEP digital, à faire des apnées. Des apnées de quelques secondes. Donc les gens arrivent à retenir la respiration pendant 15 à 20 secondes. On fait l'image, on sait qu'il y a un foyer, mais on ne sait pas si c'est le foie ou le poumon. 15 secondes d'apnée, une petite image qui est centrée sur cette région-là, et on voit tout de suite si c'est dans le poumon ou dans le foie. Donc on arrive à s'en sortir. Alors, autre chose qui est intéressante également pour la TEP, c'est l'optimisation des procédures diagnostiques, des procédures thérapeutiques. Et là, je pense à la radiothérapie. Alors, vous savez qu'en radiothérapie, on va définir un volume cible. Alors, jusqu'à présent, c'est fait par la radiologie, par un scanner. On appelle ça le scanner de simulation. Donc, on va simuler le volume cible à irradier. Les techniques radiothérapiques aussi ont évolué avec des nouvelles techniques qui sont très, très intéressantes et qui permettent de définir la dose qui va être déposée dans chaque secteur de la tumeur en fonction de la distance de la lésion par rapport à l'entrée du corps. Et on s'est rendu compte, et ça c'est les résultats de différents travaux, qu'il y avait des erreurs de plus de 50% entre le volume cible scanographique et le volume cible défini par le TEP. Parce que le TEP va donner une image fonctionnelle, alors que le scanner va donner une image morphologique. Mais ce n'est pas parce qu'on a une lésion qui est fibreuse au niveau du scanner qu'elle est forcément active sur le plan tumoral cellulaire. Donc on arrivait à corriger dans plus de 50% des cas, soit en diminuant le volume, soit en l'augmentant. Donc le patient en bénéficie bien entendu. Alors, limite bien sûr, la TEP aussi, les possibilités de maladies microscopiques qu'on ne peut pas voir également en TEP-TDM. C'est aussi bien en scanner qu'en TEP-TDM. Alors, autre point qui est intéressant pour la TEP, c'est que vous pouvez cibler plus facilement le nodule, le ganglion, qui va capter le FDG pour faire la biopsie. Au scanner, tous les ganglions tumoraux se ressemblent. Ils ont tous plus de 1 cm. Avant, c'était une définition que le radiologue utilisait. Un ganglion supérieur à 1 cm est pathologique. Maintenant, les radiologues disent différemment. Depuis que la TEP existe, ils réfléchissent sur une autre façon d'interpréter la pathologie des ganglions. Mais tous les ganglions qui sont supérieurs à 1 cm ne fixent pas le FDG. Donc, si vous voulez avoir le plus de chances de trouver des cellules tumorales, il faut biopsier le nodule ou le ganglion qui capte le FDG. Le TEP peut vous aider. Et il peut même choisir, sélectionner le ganglion qui est le plus facile sur le plan chirurgical pour faire la ponction, faire la biopsie. Alors là, je vais passer dessus rapidement sur une enquête. Vous allez voir, ça peut vous intéresser parce que ça donne un peu des flashs administratifs sur l'état de la médecine nucléaire en France. Chaque année, la Société française de médecine nucléaire fait un état des lieux, comme ce qui vous a été présenté tout à l'heure, sur l'ensemble des centres. Alors généralement, c'est 90% des centres de médecine nucléaire qui répondent, donc c'est significatif, puisqu'on généralement, quand on fait des enquêtes comme ça, on est à 30% de réponses, et c'est peu significatif. Là, on est à 90% de réponses, et ça peut être intéressant de voir comment la médecine nucléaire est en France. Alors je passerai dessus rapidement. Le taux de féminisation, l'âge moyen, est de 46 ans. Vous voyez bien que la diversité, même en France, où l'image que vous m'avez montrée tout à l'heure, dans le sud, il n'y a pas de centre de médecine nucléaire, eh bien en France aussi, il y a des régions qui sont mal dotées, où il y a peu de centres de médecine nucléaire. Donc vous voyez ici, j'ai du mal à regarder moi aussi, mais ça va du très foncé au très clair. Alors si je ne me trompe pas, le très foncé, c'est une densité élevée, et puis le très clair, c'est une densité faible. Donc vous voyez, la répartition, là c'est la région Île-de-France. Voilà. Là, c'est la région de Nice, là, c'est près de Nice. Donc, vous voyez un peu comment se fait la répartition à disparité, avec des zones ici, comme la Bretagne par exemple, où on a un déficit en nombre de médecins nucléaires et en centres de médecine nucléaire. Donc, c'est une problématique internationale, ça. La féminisation, on a 41% de femmes qui sont médecins nucléaires. Au niveau du rapport entrant-sortant, donc c'est ceux qui partent à la retraite et puis les jeunes qui rentrent, on a une progression de 4%. En 2016, on a eu plus 4% de médecins nucléaires sur l'ensemble du nombre de médecins nucléaires total. Il y a 626 médecins nucléaires en France.
Le mode d'exercice, vous voyez, il est très différent, mais il y a les trois qui sont représentés, purement salariés, purement libéral, et puis les mixtes, donc ça peut être des salariés avec une activité libérale. Donc vous voyez les répartitions. Entre 2007 et 2016, au niveau libéral, ça n'a pas beaucoup changé, et au niveau du secteur salarié, ça a un peu diminué, et le secteur mixte a augmenté. Quelques chiffres. En nombre de TEP, 405 000 TEP ont été réalisés en 2016. Et en scintigraphie conventionnelle, les tomographies par émission monophotonique, c'est ce qu'on appelle les SPECT, les TEMP, il y en a eu 1 million, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est ça, 1 million de TEP, donc SPECT, qui ont été réalisés. Là, j'insiste bien pour vous montrer que la TEP, ce n'est qu'une technique scintigraphique. On passe du SPECT à la TEP. C'est pareil. Voilà, quelques tendances aussi rapidement. Le nombre de scintigraphies, généralement classiques, n'a pas beaucoup changé sur 3 années, 2014, 2015, 2016. Par contre, le nombre de tomographies monophotoniques, la SPECT conventionnelle, elle est en train d'augmenter. Elle augmente régulièrement. Et pour une part, c'est expliqué par l'intégration des caméras hybrides, les CT qui sont arrivées. Donc quand on fait des SPECT, eh bien, on se rend compte qu'on ne peut plus s'en passer. Quand on en a fait une, on en a vu une, on ne peut plus s'en passer après. Les tendances TEP, donc vous voyez, on a le FDG et puis le TEP global. Alors le TEP global, c'est le FDG, mais il y a aussi la colline, il y a aussi la DOPA, il y a d'autres traceurs qui sont utilisés, mais ce n'est pas les plus importants. Vous voyez bien ici, si on prend 2016, 94% des TEP sont des TEP au FDG. Donc c'est très majoritairement toujours le FDG qui prédomine. Voilà, bon, les indications, je vais passer dessus, parce que sinon, on va passer la journée. Voilà, là aussi quelques chiffres. Pour vous montrer, par exemple, pour la TEP, il y a eu 60 TEP réalisés pour 10 000 habitants, soit un examen TEP pour 165 habitants. Et on sait actuellement que ce n'est pas assez. Il faudrait augmenter le nombre de TEP TDM pour pouvoir satisfaire beaucoup plus, et plus facilement et plus rapidement les patients. Voilà. Donc on a une TEP qui est en croissance annuelle qui est de l'ordre de 9% depuis 2013. C'est modélisé, hein, donc ce n'est pas les chiffres réels, mais c'est une modélisation qui est assez proche de la réalité. L'activité TEMP est stable, mais supérieure à 1 million d'examens par an. C'est surtout l'os et le cœur, les deux principaux examens. Les poumons, qui sont stables. Et puis on a une progression des activités TEMP-TDM. Les tomographies d'émission monophotonique couplées à la TDM, c'est plus 10% depuis 2014. Donc on voit bien que très rapidement, il n'y aura plus que ces examens-là, les SPECT TDM qui vont prédominer. Au niveau de l'activité thérapeutique, majoritairement c'est la thyroïde toujours, mais on a d'autres types d'indications, donc on peut en parler plus après dans les questions si vous voulez. Voilà, là je vais vous présenter aussi rapidement sur le plan un peu de la physique, même si je ne veux pas vous faire l'affront de redéfinir quelques principes de médecine nucléaire, mais je sais que beaucoup ici connaissent, d'autres ne connaissent pas, donc je vais juste insister sur quelques points essentiels pour vous rappeler que la médecine nucléaire, c'est la distribution d'un radiopharmaceutique dans l'organisme. On parle de radiopharmaceutique parce qu'il y a un radiotraceur, c'est-à-dire un émetteur plus un vecteur. L'émetteur, c'est l'atome radioactif et le vecteur, c'est la molécule. Quelquefois, il n'y a pas de molécule, c'est comme l'iode 131, c'est le vecteur et c'est l'émetteur en même temps. Mais si on prend la scintigraphie osseuse, il faut un diphosphonate qui est le vecteur et l'émetteur, c'est le technétium 99M. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut qu'il y ait une affinité du vecteur vis-à-vis de l'organe ou de la fonction que l'on veut étudier. Bien sûr, le myocarde, il faut utiliser des traceurs myocardiques, l'os, des traceurs osseux, et ceci permet le repérage spatial de ce radioémetteur. Un point qui est essentiel pour vous montrer que la médecine nucléaire, elle est sous contrôle de sécurité. Il y a des arrêtés qui définissent la manière dont on va utiliser les atomes radioactifs. Il faut une formation. La formation s'appelle la formation à la radioprotection des patients. C'est obligatoire. On doit la refaire tous les 10 ans. Donc moi, je l'ai faite déjà 2 fois. Et maintenant, ils l'ont raccourci, c'est tous les 8 ans. Parce qu'ils veulent s'assurer que les médecins nucléaires, même s'ils pratiquent la physique,
atomiques ou nucléaires, doivent s'assurer qu'ils ne mettent pas en danger la santé, la sécurité des patients. Donc il y a des décrets qui définissent la façon dont on doit être formé, qu'est-ce qu'on doit acquérir comme connaissance. En plus, bien sûr, de la formation de spécialistes. Voici ici une diapositive pour vous montrer que la TEP, c'est exactement la TEMP, c'est pareil. Tomographie d'émissions monophotoniques, tomographie d'émissions de positons. C'est des émissions. C'est le corps humain qui est radioactif. Dans un cas, on a une détection d'un seul photon, c'est celui-là. Dans l'autre cas, c'est la TEP, on détecte 2 photons. Mais c'est toujours de la médecine nucléaire. Ce n'est pas de la radiologie, c'est de la médecine nucléaire. Voici ici, pour vous montrer l'image, je vous montrerai après l'image concernant la TEP. Ici, vous avez des rayonnements qui vont être émis à partir du corps humain dans les différents axes, donc sur 4 pi. Seuls les rayonnements qui sont acquis, qui viennent en ligne droite depuis l'organe étudié sur le détecteur sont conservés, les autres sont atténués par le collimateur en plomb, qui est ici à l'entrée de la tête. Et ensuite vous avez le cristal et puis les photomultiplicateurs qui permettent de définir une image en 2D sur le plan électronique. Voici ici l'image d'une TEP, émission de positons. Donc là c'est des émissions bêta, donc on émet un positon qui va s'annihiler avec un autre électron négatif, et cette annihilation va générer la production de 2 photons de 511 keV qui sont émis à angle droit, l'un par rapport à l'autre. À 180 degrés, pardon. Quelques émetteurs bêta+, pour la TEP, on a parlé du fluor 18, mais il y a également le carbone 11, l'azote 13, l'oxygène 15. Donc tout ceci, les 3 derniers ici, vous voyez que les demi-vies sont extrêmement courtes. L'oxygène, c'est 2 minutes. Donc ça a été utilisé pour le cerveau notamment, mais il faut que le cyclotron il soit à 5 mètres ou 6 mètres du service de médecine nucléaire. Voici là une petite image d'un baby cyclotron. Alors peut-être que c'est celui-ci enfin un de ceux-là qui ressemble à celui-ci qui est à Tizi Ouzou, peut-être, mais c'est des baby cyclotrons qui sont beaucoup moins chers que les cyclotrons qui sont multiproducteurs. Celui-là, il ne produit que du fluor. C'est tout, que du fluor. Du FDG, que du FDG. Alors, je vous rappelle ici les réactions nucléaires pour la production du fluor 18 qui provient à partir de l'oxygène 18, bombardement par des protons, émission de neutrons et de fluor 18. Là, je vous ai mis l'image pour vous montrer que le gallium 67, c'est l'ancien gallium, le vieux gallium qu'on utilisait en médecine nucléaire et qui était aussi produit à partir d'un cyclotron. Il est aussi produit à partir d'un cyclotron. Donc vous voyez bien que le fluor 18 qui est du TEP, c'est toujours la médecine nucléaire puisqu'on avait déjà des productions à partir de cyclotrons avec le gallium 67. Là, je vous ai mis quelque chose que vous devez connaître, les équilibres de régime entre le molybdène que vous voyez ici qui va décroître avec sa propre période et puis le technétium qui est produit par le molybdène et puis quand on veut aller traire ce qu'on appelle dire, on va traire la vache pour produire du technétium tous les jours, et bien vous avez une chute de l'activité du technétium, puis qui va de nouveau croître, parce que le père, c'est le molybdène, va donner du fils, qui est le technétium, et ainsi de suite. Donc on a une production de technétium dans le service de médecine nucléaire qui est disponible tous les jours. Alors la TEP-TDM. Voici ici quelques explications rapides sur la détection au niveau de la TEP. Vous avez la TEP, c'est une acquisition en 3D, d'emblée, en 3D. La SPECT, c'est une acquisition en 2D. C'est 2 têtes qui vont tourner plus ou moins rapidement. Ici, vous avez une acquisition d'emblée en 3D parce que vous avez un anneau qui fait le tour de l'organe que vous étudiez. Généralement, on fait un corps entier, c'est un cerveau mi-cuisse. C'est généralement ce qu'on fait, cerveau mi-cuisse. Et vous avez les détecteurs qui sont ici. Les seuls photons qui vont être conservés sont les photons qui sont émis en coïncidence, c'est-à-dire en même temps. Quand un des détecteurs, s'il y a 2 détecteurs qui enregistrent en même temps un photon au niveau du détecteur, ça veut dire qu'ils ont été émis par le même bêta+, par le même positon. Donc l'ordinateur va conserver ces photons-là et va essayer de retrouver son point d'émission. Et c'est comme ça qu'on va construire la carte anatomique ou fonctionnelle du patient. Voici ici l'acquisition du scanner qui est fait, du TDM. Voici ici l'image sans correction d'atténuation de la TEP.
Et voici ici l'image fusionnée de la TEP sur le TDM. Donc, des anomalies, là vous voyez ici, vous avez quelque chose qui apparaît, ou ici, vous arrivez tout de suite à repérer très facilement les régions anatomiques. Mais l'image de la TEP sans correction d'atténuation, là encore, je vous ai mis une image qui est plutôt potable, mais assez souvent, c'est des images qui ne sont pas belles du tout. Elles sont bruitées, très bruitées. La correction d'atténuation vous donne des images de qualité qui sont assez intéressantes. Alors, que se passe-t-il pour le fluor 18 et plutôt en particulier pour le FDG? Le FDG, c'est un analogue du glucose. Le glucose, naturellement, va rentrer dans la cellule par des transporteurs qu'on appelle les transporteurs GLUT, qui vont les faire rentrer. Puis le glucose va subir, par une exokinase, il va être transformé, phosphaté en position 6 pour donner du G6-phosphate. Et puis ensuite, ce G6-phosphate, il va sortir de la cellule en utilisant l'énergie de l'ATP pour être éliminé après, passer dans l'espace interstitiel. Alors que le FDG, lui, va rentrer pareil que le glucose dans la cellule par les mêmes transporteurs GLUT. Il va être phosphaté en position 6, mais comme ce n'est pas exactement du glucose, il reste piégé. Il ne sort pas. Donc il va rester dans les cellules. Bien sûr, toutes les cellules vont en avoir, mais les cellules tumorales vont en avoir beaucoup plus. Et on a des rapports qui sont de l'ordre de 15 à 20 fois plus. Donc sur le plan du contraste, ça devient intéressant. Alors pour être encore plus à l'aise, on laisse le patient pendant 1 heure dans un box après injection sans bouger. Il ne faut pas qu'il mâche un chewing-gum, il ne faut pas qu'il parle, il ne faut pas qu'il bouge. Parce que pourquoi? Parce que le glucose qu'on a injecté, eh bien, il va être capté par les muscles, par exemple. Donc il ne faut pas qu'il réfléchisse, enfin qu'il lise, parce que s'il lit, le glucose va être capté par le cerveau. Et donc voilà, il reste au calme, dans une semi-pénombre, pendant 1 heure, telle façon qu'au bout d'1 heure, on l'envoie aux toilettes pour vider sa vessie. Donc du coup, on a éliminé beaucoup de glucose, de FDG non utiles, et seules les cellules qui vont en avoir beaucoup plus vont être visualisées plus facilement. Le contraste sera plus facile. Alors, on a une corrélation qui a été établie. On a une corrélation qui a été établie entre le grade histologique et la différenciation, avec le taux de fixation du FDG, et l'activité proliférative. Je vais vous montrer quelques images. Alors, attention, il y a des facteurs qui influencent la captation, la fixation du fluor 18, du FDG. On peut avoir une diminution de la fixation en cas de diabète. Si on a un taux de sucre, une hyperglycémie, c'est du sucre, donc il est en compétition avec le FDG qu'on va administrer. Donc il faut s'assurer, en faisant une glycémie avant injection, que le patient a un taux de sucre dans le sang qui est assez faible. Donc on accepte jusqu'à 2 grammes par litre pour avoir un examen interprétable. L'idéal, c'est de rester dans les valeurs normales entre 0,8 et 1,20, ça c'est l'idéal. Mais on peut accepter des fois, parce que certains patients diabétiques ont du mal à avoir des taux de glycémie assez bas. Quelquefois, ils sont assez proches de 2, 2,2. On a du mal à les faire baisser. Donc il faut quand même qu'on refasse l'examen. L'augmentation de la fixation, elle peut être obtenue dans le cas de l'hypoxie, dans le cas de la présence de cellules inflammatoires. Alors, c'est important de le signaler. Pourquoi? Parce que la radiothérapie va provoquer une inflammation autour de la tumeur. Donc, on va voir, si on fait le TEP trop tôt par rapport à la radiothérapie, on aura des faux positifs qui sont liés uniquement à l'inflammation, mais pas du tout à une récidive ou à une mauvaise réponse. Et puis on a également les facteurs de croissance qui peuvent donner des fixations spléniques et médulaires. Quelles sont les conditions de réalisation de l'examen? Le patient doit être à jeun depuis au moins 4 heures, sans boire de boissons sucrées. Il ne faut pas manger, bien sûr. Tout ceci, c'est pour garantir une captation rapide et optimale du FDG dans les cellules tumorales. Il ne faut pas, bien sûr, faire de perfusion glucosée. Alors ça, je le dis comme ça, mais ça se produit encore. À Besançon, on a quelquefois, et pourtant, on leur explique aux collègues, il dit oui, mais il n'a pas mangé. Oui, il n'a pas mangé, mais on injecte du sucre, si tu mets du glucosé, c'est comme s'il avait mangé. Donc du coup, l'examen est annulé. Le patient, il repart en chambre. Et du coup, le patient doit rester 1 jour de plus. Et ça coûte cher de rester 1 jour de plus uniquement pour faire un examen de TEP.
Parce que maintenant, vous savez qu'il y a la DMS, la durée moyenne de séjour, puisque les hôpitaux ferment des lits de plus en plus. Donc il ne faut pas laisser les patients trop longtemps dans les chambres d'hospitalisation. Donc là, c'est les choses qui arrivent. Donc si vous voulez garder une voie d'abord, mettez un soluté salé, voilà, un sérum physiologique, voilà ce qu'on disait. Ensuite, il faut que le patient soit bien hydraté pour que justement le produit puisse se répartir uniformément au niveau de l'organisme. Il faut bien sûr qu'il soit au repos, éviter les efforts physiques avant la TEP, mesurer la glycémie, on fait l'injection, et puis le patient reste 1 heure au repos, et puis on fait une acquisition cerveau mi-cuisse. Voici ici une image de la répartition physiologique du FDG. La fixation intense, et c'est un peu normal, c'est le cerveau, puisque le cerveau consomme beaucoup de glucose. L'appareil urinaire, parce que c'est une voie d'élimination naturelle. Le cœur aussi, hein, c'est un muscle, il a besoin de glucose également pour fonctionner. Et puis on a des captations au niveau du foie, au niveau de la rate. Vous avez une captation très très discrète au niveau du squelette, hein, mais qui reste assez discrète. Le tube digestif, hein, qui peut capter, ici c'est pas le cas, mais on peut des fois avoir le tube digestif qui apparaît bien vraiment une intensité de noir qui est assez importante. Donc je vous montre ça pour que vous voyez bien qu'il n'y a pas de miracle. C'est un examen, mais il n'est pas miraculeux. Donc ça veut dire qu'il faut acquérir une certaine habitude. On appelle ça la courbe d'apprentissage. Tout est facile à apprendre, ce n'est pas difficile, mais il faut en pratiquer. Et puis on commence en faisant des erreurs, et puis après en faisant 50, 60, 100, eh bien on en fait de moins en moins, et après on ne fait plus d'erreurs. Pourquoi ? Parce que le traceur, il peut vous donner des artefacts. Vous avez des faux positifs parce que vous savez mal interpréter, parce que vous ne savez pas repérer la lésion exactement, et puis comme c'est une fixation physiologique, vous pouvez vous tromper. Donc c'est important, la courbe d'apprentissage. Mais ça c'est valable pour toutes les techniques d'imagerie, y compris le scanner. Hein. Et même ailleurs, en chirurgie, c'est très encore plus important. Voilà, donc tout ça c'est ce que je viens de vous dire. L'inflammation, l'infection, c'est les faux positifs, les tumeurs bénignes, les fractures, les cicatrices, les stomies. Donc après, une cicatrice opératoire peut fixer, mais grâce au scanner, on voit tout de suite que c'est au niveau superficiel. Si vous n'avez pas de scanner, vous aurez du mal à savoir si c'est au niveau superficiel. C'est pour ça que la TDM est indispensable. Indispensable. Les causes de faux négatifs, alors il y en a, ils sont un peu moins fréquents, encore que tout dépend si on a des lésions de petite taille. Quelquefois c'est le cas au niveau pulmonaire, hein, puisque le nodule quelquefois est découvert fortuitement et on l'envoie au TEP-TDM pour savoir si c'est cancéreux ou pas cancéreux. Je suis en retard, Mohamed ? Je suis en retard, je suis désolé. Moi je parle beaucoup, je m'oublie quand je parle. Bon, je vais passer. Alors, je vais sauter des diapositives pour pas trop traîner. L'analyse des images, elle se fait comment ? De manière visuelle ou de manière semi-quantitative. La quantification, c'est le SUV. Alors faites attention, vous devez, certains qui sont ici au fait de la chose le savent, la quantification absolue n'existe pas. Et donc on a sorti ce chiffre magique, cette formule magique de SUV quand la TEP est arrivée en disant ça va régler tous les problèmes. Et puis très très vite on s'est rendu compte que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont liées à l'utilisation de ce SUV. Le SUV, c'est quoi ? C'est le rapport de la concentration d'activité en kilobecquerel par ml sur, au dénominateur, on a la dose injectée en kilobecquerel divisée par le poids du patient en grammes. Donc les grammes, ils sont assimilés au millilitre. Donc l'unité, ça reste dans les mêmes unités. Mais quels sont les problèmes ? Eh bien, les problèmes ils sont ici. C'est qu'on s'est rendu compte que eh bien, le SUV changeait selon que le patient restait pendant 1 heure en chambre ou 1 heure et demie en chambre. On améliore le contraste, on augmente le SUV. Donc il faut faire attention, c'est pour ça que lorsqu'on fait un compte-rendu de TEP, il faut inscrire l'heure à laquelle on a réalisé l'examen. 1 heure après injection, 1h30 après injection, 58 minutes après injection, de telle façon qu'on puisse comparer d'un examen à l'autre le SUV qui va être donné. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a plusieurs éléments qui font que l'usage du SUV reste controversé. Alors, autre problème qui se pose, c'est quel type de SUV choisir ? Il y a le SUV max, le SUV min, le SUV moyen, enfin le moyen, le minimum, min,
minimum. Il y a le SUL pour normaliser par rapport à la masse maigre. Donc, pour rester simple, on est resté sur le SUV max. On prend le pixel le plus chaud, et c'est celui-là qu'on va considérer comme étant le plus représentatif de l'activité tumorale. Alors, on va prendre quelques cas. Voici un compte-rendu type. Alors ça, c'est un compte-rendu quand on a un CT. On a une TDM. On va prendre l'étage encéphalo-cervico-thoracique ou l'étage encéphalo-cervical puis l'étage thoracique, l'étage abdominopelvien ou l'étage abdominal puis l'étage pelvien, selon si vous avez des anomalies que vous voulez séparer les différents étages. Mais pour savoir quels sont les étages, il vous faut un scanner. Parce que le diaphragme, par exemple, vous n'allez pas le voir sur une scintigraphie sans scanner. Donc il vous faut l'os cricoïde, il vous faut quand même un scanner. Sur la scintigraphie seule, vous ne verrez pas les différentes pièces anatomiques au niveau du cou. Voilà. Alors vous voyez qu'ici, on met acquisition débutée 58 minutes après injection. Parce que le patient va revenir, et si on veut comparer, si c'est une chimiothérapie dans un lymphome, il faut qu'on compare les SUV. Les hématologues sont très friands de delta SUV, le SUV récent comparé au SUV ancien, pour dire si la chimiothérapie a été efficace ou pas. Et puis, bien sûr, c'est une obligation de la loi, il faut mettre l'activité injectée, et il faut mettre également la PDL du scanner pour savoir ce que ça va donner en milligrés. Alors, je vais passer là-dessus, je vais aller directement... Voilà. Alors là aussi, je vais passer dessus parce que je préfère vous montrer quelques images. J'ai encore combien de temps? Oh là 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 là. Les images. Je vais passer aux images parce que c'est ça qui est le plus important pour vous. Voilà. Là, c'est un patient qui a un carcinome lobaire moyen. Alors, vous voyez, on le voit ici tout de suite. Hein. Ça, c'est le MIP. C'est le maximum intensity pixel. On prend tous les pixels et on les met tous à leur maximum. Et ça donne une cartographie en MIP. Et on voit ici, vous voyez, la lésion du carcinome pulmonaire qu'on voit très très bien ici. La question qui est posée, c'est de faire le bilan d'extension. Allez voir ailleurs si on a d'autres anomalies qui sont... Alors, on les voit souvent d'ailleurs, sur le MIP, on voit d'autres anomalies. Par exemple, ici, au niveau hépatique, on voit un petit foyer, enfin un gros foyer. Et puis après, il faut faire attention au niveau de l'abdomen parce que le tube digestif fixe physiologiquement, naturellement, le FDG. Donc là, on a besoin du scanner pour aller se repérer. Voici l'image de fusion. Alors, vous voyez, ça change tout de suite. Quand on met la fusion du scanner sur la coronale de la TEP, on voit tout de suite où sont les repères. Et là, il suffit de couper à ce niveau-là. On a la coupe transaxiale et on voit les repères, le rapport par rapport au médiastin. On voit ici tout de suite que la tumeur ici, elle est bronchiolo-alvéolaire avec une lésion ganglionnaire médiastinale postérieure qu'on voit ici. Donc on peut se repérer assez facilement. Là, c'est une adénopathie médiastinale. Là, c'était une image en fenêtre parenchymateuse où on peut voir les poumons un peu mieux. Voici ici d'autres anomalies. C'est ce patient, on a trouvé des anomalies au niveau musculaire. Donc vous voyez les muscles ici de la paroi, là. Et puis au niveau cutané, c'était des métastases tout ça. Donc vous voyez, le bilan d'extension, il peut être assez prononcé, assez complet chez ces patients-là. Voilà, si c'est toujours le même, un muscle à paroi, lésion hépatique que vous voyez ici, qu'on voit. Non, ça c'est le poumon qu'on voit ici. Des foyers osseux. Donc vous voyez, on fait également le repérage des anomalies osseuses. On a plusieurs foyers osseux sur les coupes transaxiales ou sur les coupes sagittales. Et quand vous voyez, regardez l'image TEP, on ne sait pas trop où on est là. Dès qu'on fait la TDM, on voit tout de suite qu'on est sur l'os iliaque, on peut se repérer précisément. Donc voilà, je vais passer sur celui-là, je vais vous montrer un autre cas. Alors c'est vrai que je vous disais que je m'excusais dès le début parce que je savais que j'allais dépasser. Là, c'est un nodule pulmonaire droit. Vous voyez ici, regardez ça là pour vous la montrer, vous avez les muscles accessoires respiratoires. C'est un patient qui est insuffisant respiratoire, donc il met en œuvre tous ces muscles accessoires respiratoires qui vont capter plus de FDG et qui donnent des fausses images sur le MIP. Donc il faut avoir l'habitude de les voir. C'est pour ça que je parlais de courbe d'apprentissage. Voilà le nodule pulmonaire qu'on voit très très bien ici. Voilà la TEP toute seule et voilà la TEP fusionnée sur le scanner. Donc ce patient, je crois qu'il n'avait rien ailleurs. Voici le SUV. Le SUV pour la lésion pulmonaire est de 4,2 et on le compare toujours quand on fait un SUV, on compare au SUV du foie. Comme ça, on a une référence du bruit de fond.
Et ça vous donne tout de suite la valeur si c'est un SUV élevé ou pas élevé, s'il faut le considérer comme pathologique ou pas pathologique. Parce que le fait de le voir fixé sur l'écran, ça ne veut pas dire qu'il a un SUV élevé. Il faut le mesurer. Mais la mesure seule ne veut rien dire. Donc il faut mesurer et le comparer au foie ou le comparer au médiastin. C'est ce que font les hématologues dans le score Deauville. Le score de Deauville, c'est comparé par rapport au médiastin et par rapport au foie. Bon, ça, je vais passer. Là, c'est une image en vert. Oui, je. De toute façon, la communication va être sur notre site. Voilà. Et vous pourrez aller voir. Elle sera accessible à tous nos amis particulièrement. Absolument. Je finirai juste par vous donner une belle image. Voilà. Voilà, c'était pour finir par cette belle image, pour vous faire donner des vacances sur la ville de Besançon, voilà, avec, avec la ville qui est le centre-ville ici, et puis là au-dessus vous avez une citadelle qui a été construite par Vauban au XVIIe siècle. C'est une citadelle militaire bien entendu pour défendre la ville. Voilà, je suis désolé Merci infiniment.